Quelques mois après le putsch militaire au Mali, le président burkinabé Roch Kaboré vient d'être renversé et le gouvernement dissous. Avec ce coup d'État, le Sahel passe davantage aux mains de l'armée. Nous verrons les raisons de ce soulèvement au Burkina et pourquoi il est largement soutenu par la population. Nous parlerons plus largement du Sahel, une région marquée par la montée en puissance du djihadisme où 40% de la population vit avec moins de $2 par jour. Nous aborderons également la présence française au Sahel et sa perte d'influence face à de nouveaux acteurs. Enfin, plus globalement, nous verrons en quoi l'Afrique redevient un continent géostratégique. Avec nous pour en parler, nos invités, Colette Brackman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien Le Soir où vous êtes spécialisé sur l'actualité africaine. Yvan Guichaoua. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité au Sahel, chercheur et maître de conférences à la Brussels School of International Studies. Et Nina Wilén, vous êtes directrice du programme Afrique à l'Institut Egmont et professeure à l'Université de Lund en Suède. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur ce plateau, un beau plateau. On regrette malheureusement de ne pas avoir de Burkinabé sur le plateau, mais notre invité n'a malheureusement pas pu en last minute nous rejoindre. Mais heureusement, nous avons depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé, nous avons le plaisir d'accueillir par Skype Siaka Koulibaly. Siaka, vous êtes juriste et analyste politique au Burkina. Bonjour. Bonjour. Siaka, on va commencer avec vous. Vous êtes sur le terrain. Ce 24 janvier a eu lieu un coup d'État au Burkina Faso. Comment est-ce que vous vivez ce coup d'État sur place ? Disons que depuis les événements du dimanche 23, à savoir la mutinerie qui s'est déroulée en début de journée, la capitale burkinabé vit dans un calme. Les habitants ont commencé à vaquer à leurs occupations habituelles. Et il faut dire qu'il y a réellement un calme plat qui dénote une sorte d'acceptation des Burkinabés des événements qui ont eu lieu et qui ont vu l'ex-président Roch Kaboré perdre son pouvoir au profit d'un groupe de militaires organisés dans le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Alors, Siaka, expliquez-nous un peu comment donc l'armée a pris le pouvoir, on l'entend. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement ? Cela a commencé, comme je l'ai déjà dit, par une mutinerie qui était localisée dans certaines garnisons de la capitale, 3 garnisons précisément, mais aussi dans 2 autres garnisons à l'intérieur du pays, notamment dans la ville de Kaya et celle de Waïgouya. Très rapidement, les événements se sont précipités par l'arrestation du président Roch Kaboré à l'époque, enfin, déjà ex-président, je veux dire. Et le lendemain 24 janvier, on a assisté dans l'après-midi à une déclaration d'un groupe de militaires qui a affirmé avoir mis fin au pouvoir donc, de Roch Marc Christian Kaboré et décide d'instaurer un nouveau pouvoir dont on est en train d'observer les premiers moments. Très bien. Je vous propose je reviens vers vous tout de suite, mais de regarder quelques images en fait de l'intrusion de l'armée sur l'antenne de la télévision publique burkinabé. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Des images évidemment assez impressionnantes. Siaka, pourquoi l'armée a-t-elle renversé le président Kaboré, en quelques mots ? Oui. Il faut dire qu'il existait plusieurs raisons par lesquelles on peut expliquer les événements du 24 janvier. En ce qui concerne l'armée, il y avait à ce niveau une situation qui était de plus en plus difficile parce que le Burkina Faso, il faut le rappeler, est rentré dans le cycle de l'insécurité à partir de janvier 2016
c'est-à-dire à quelques mois seulement de la prise de pouvoir de Roch Kaboré. Et depuis janvier 2016 jusqu'à ce que Roch Kaboré quitte le pouvoir, cette situation d'insécurité s'est aggravée progressivement. Et l'armée n'était pas protégée Le président n'a pas protégé cette armée, finalement? Bon. D'après les déclarations des militaires, la gestion de la lutte contre le terrorisme par le pouvoir Kaboré ne permettait pas de remporter cette lutte contre les groupes terroristes, à savoir qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des responsabilités, la prise de décision, le commandement et l'équipement des forces de défense et de sécurité qui mettaient à mal les unités militaires combattantes, ce qui créait une sorte de tension à l'intérieur de l'armée. Et depuis un certain temps, il était donc question que cette armée pouvait intervenir dans les affaires politiques, parce que le président Kaboré, en réponse donc aux attentes de l'armée, avait pendant tous ses 2 mandats changé 4 fois de ministre de la Défense et 4 fois de chef d'état-major général de l'armée. Ce qui faisait penser à certains à un moment donné qu'il ne s'agissait pas de ceux qui exécutaient les décisions politiques, mais plutôt du donneur d'ordre principal, à savoir le président Kaboré lui-même, ce qui fait qu'il a été la cible des militaires donc, qui pensent pouvoir réorganiser l'armée et les autres unités de sécurité et pouvoir arriver à recouvrer la partie du territoire qui est aux mains des groupes terroristes à l'heure actuelle. Siaka Koulibaly, est-ce que vous pourriez nous décrire la situation de ces dernières années sur le plan sécuritaire au Burkina? Il y a eu des populations déplacées, des personnes mortes. Vous pouvez nous en dire plus? Oui. Il faut dire que l'insécurité a mis à mal le Burkina Faso dans plusieurs domaines, parce qu'on compte aujourd'hui un bilan officiel de plus de 2000 morts, dont au moins 500 militaires, gendarmes et policiers. Il y a 3000 écoles qui ont été fermées, mettant donc dans l'incapacité de suivre leur éducation au moins 500 000 enfants. On a plus d'1,5 million personnes déplacées internes qui ont quitté les zones rurales pour se réfugier dans certains centres urbains. Et cela se comprend avec des conditions de vie extrêmement difficiles, puisque l'aide humanitaire a du mal à s'organiser. L'État lui-même a du mal à apporter l'assistance à ces personnes déplacées. Donc le Burkina Faso payait un lourd tribut à l'insécurité, au djihadisme, si bien que, en dehors des militaires, il y avait un grand mécontentement au sein de la population qui voyait que le pouvoir en place était assez incapable de ramener la sécurité. C'est ce qui explique que le coup de force du 24 janvier est passé comme une lettre à la poste auprès des populations qui n'ont pas du tout manifesté contre les militaires. Ça allait être ma question, effectivement. Siaka, finalement, ce coup d'État est fort soutenu, hein, c'est ce qu'on raconte, par la population, et notamment la jeunesse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de là derrière? C'est quoi les espoirs, finalement, de la population et de la jeunesse en particulier? Les espoirs de la population et surtout de la jeunesse face à cet événement, c'est surtout de donner au Burkina Faso un nouveau départ avec des nouveaux acteurs à la tête du pays qui vont au moins répondre à la question de l'insécurité parce que ce sont des spécialistes de la question du terrorisme, ce sont des spécialistes des questions militaires qui peuvent permettre d'apporter une réponse adéquate à l'insurrection djihadiste, de sorte qu'au bout d'un certain temps, le Burkina Faso pourrait donc recouvrer une bonne partie de son territoire, ramener les personnes déplacées internes sur leur lieu habituel d'habitation et réouvrir les écoles, de sorte que le pays puisse reprendre une vie normale. Très bien, merci. Merci beaucoup, Siaka Koulibaly, pour votre intervention. Je le rappelle, depuis Ouagadougou. Et bonne continuation à vous.
Alors Colette Brackman, peut-être pour nos téléspectateurs, on va faire un point sur la situation en général. Finalement, quelles sont les racines de ce coup d'État? Quelles sont les origines, les facteurs qui ont poussé ce coup d'État? Mais comme M. Koulibaly l'a dit, il y a d'abord ce qu'on voit, c'est-à-dire un malaise profond au sein de l'armée, parce que le président est issu de la société civile. C'est un civil qui n'avait pas de ramification, disons, de soutien dans l'armée. Et donc, il n'avait pas le soutien de l'armée, mais lui se méfiait aussi de l'armée. Et donc, il misait beaucoup plus sur la police et la gendarmerie. Donc, ce n'est pas la vocation première de lutter contre le terrorisme. Ils sont là pour maintenir l'ordre, pour autre chose. Donc, on lui reproche son échec face au terrorisme. Voilà. Et en plus, l'armée n'était pas suffisamment équipée. Enfin, les forces de la gendarmerie étaient dramatiquement sous-équipées, mal nourries. La tendance ne suivait pas. Donc, il y avait un malaise profond. Et on ne peut pas empêcher certains au sein de l'armée de se sentir exclus de combat de pointe contre le terrorisme et d'en vouloir à un civil qui avait remplacé tout de même l'ancien président dont tout le monde se souvient, Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire, mais qui a tout de même tenu le pays sous une poigne ferme pendant des années et qui avait un peu tenu le Burkina à l'écart de tous ces mouvements terroristes par des négociations particulières. Certaines étaient mafieuses, des accords avec les pays voisins, la Côte d'Ivoire, la France. Et donc, le Burkina avait l'impression d'échapper un peu à cette spirale d'insécurité. Et maintenant, il y est en plein avec un sentiment d'incompétence de la part des dirigeants. Et donc, personne n'a pleuré leur mise à l'écart. C'est ça. Donc, finalement, on lui reproche son échec, j'entends, face à l'insécurité. Est-ce qu'on peut parler aussi de la pauvreté de la population? Est-ce que ça peut aussi être une des raisons de ce soulèvement? De toute façon, l'insécurité, le terrorisme a aggravé une situation. Le Burkina est déjà un pays extrêmement pauvre, comme vous l'avez dit, où la population vit en dessous du seuil de pauvreté, mais aussi avec une dynamique culturelle, un sentiment politique très aigu. Tout le monde se souvient de Thomas Sankara, qui a nommé le pays, le Burkina Faso, la Haute-Volta, le pays des hommes libres. Et donc, cette population a une conscience politique aiguisée, qui fait que les gens observent et n'en pensent pas moins. Et si aujourd'hui, apparemment, ils soutiennent, ou en tout cas, ils ne bougent pas face au coup d'État, et ils observent et ils ne sont pas passifs pour autant. C'est ça. Alors, Nina Willian, finalement, est-ce que ce coup d'État, selon vous, était une surprise ou est-ce que c'était attendu, justement? Je dirais que c'était plutôt attendu, comme on a entendu parler monsieur Siaka, que les forces armées, les forces de sécurité burkinabées, ils ont été face à une ennemie un peu plus fort qu'eux ces dernières années et qui les ont mis dans une situation très difficile. Il y a eu beaucoup d'attaques très meurtrières contre les forces de sécurité. Et je dirais que les tensions à l'intérieur des différentes forces de sécurité, notamment les gendarmes, ça a augmenté après une attaque très meurtrière à Inata, à Burkina Faso, en novembre l'année passée, où il y avait plus que 50 morts de la force de gendarmerie. D'accord. Et là, les tensions ils ont monté parce qu'on a, comme Colette a dit, qu'il y avait des plaintes que les gendarmes n'étaient pas suffisamment bien équipés, ils ne s'étaient pas bien nourris, qu'ils ne s'étaient pas préparés pour ce type d'attaque. Et là, je dirais que les tensions, ils ont vraiment monté. Et plus tard, donc, le président Kaboré, il a essayé de faire face à ces tensions en essayant de réorganiser la gendarmerie. Début décembre, il décide alors d'écarter certains officiers gendarmes qu'il pense pourraient causer encore plus de tensions et ils remettent des officiers plus jeunes à la tête des gendarmeries. Ça n'a pas suffi, visiblement. Ça n'a pas suffi parce que à la fin du mois de décembre, il a fait la même chose avec les structures militaires après encore un autre coup, ou après une autre attaque contre l'armée burkinabé où il y avait 14 morts. Et là, il a fait aussi un remaniement de la structure militaire pour essayer d'écarter, d'adoucir les tensions militaires et ça n'a pas marché non plus. Parce que mi-janvier, il y a eu quand même 8 militaires qui ont été arrêtés au soupçon de préparer un coup d'État. D'accord. Et après, on sait la suite, juste 2-3 semaines plus tard, le coup est devenu réel.
Yvan Guichaoua, est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur qui sont ces groupes finalement insurrectionnels dont on parle ici et qui sèment la terreur aujourd'hui ? Alors, en fait, le Burkina Faso n'est pas l'épicentre du djihadisme en Afrique de l'Ouest, mais est devenu une sorte de victime collatérale du déploiement de mouvements qui, originellement, ont été opérationnels du côté malien. Du nord malien, c'est ça ? Alors, du côté du nord du Mali, et ça remonte à il y a pas mal de temps maintenant, hein, on parle de la fin des années 90, début des années 2000, où, en fait, hein, si on écoute des témoins issus de la zone, débarquent dans le nord du Mali quelques poignées d'hommes armés, djihadistes, en provenance d'Algérie, et ce sont un petit peu eux qui ont planté les graines du djihad dans la zone. Alors, il s'est passé plein d'événements qui ont contribué un petit peu à leur prospérité économique et militaire, en fait, au point où, en 2012, ils ont réussi à saisir l'opportunité qui se présentait à eux sous la forme d'une déstabilisation du Mali, puisqu'il y a eu une insurrection qui a démarré, qui n'était pas le fait des djihadistes, qui était le fait de mouvements séparatistes touareg dans le nord du Mali. Ces mouvements-là ont été finalement assez vite à court de munitions, à court de ressources, et sont les mouvements djihadistes qui attendaient un petit peu dans l'ombre, qui ont finalement pris la place et occupé le nord du Mali pendant l'essentiel de l'année 2012, ce qui a provoqué l'intervention française, Serval. Et suite à cette intervention, en fait, les mouvements djihadistes sont un petit peu reconstitués, recomposés et ont essaimé au-delà du Mali, notamment au Burkina Faso et également au Niger. Et pour les identifier, donc c'est qui ? C'est Daesh qui sont ces groupes exactement ? Alors aujourd'hui, les mouvements djihadistes qui opèrent ont deux grandes affiliations transnationales, Al-Qaïda et l'État islamique. Et ils ont obtenu cette validation finalement par les maisons mères qui se trouvent au Moyen-Orient à des moments différents. Al-Qaïda a été la première organisation transnationale à reconnaître une branche au Sahel. Et puis plus récemment, on a eu l'État islamique. Mais finalement, labelliser ces groupes comme étant des filiales d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, ça ne suffit pas à raconter toute l'histoire, dans le sens où ces groupes-là ont aussi émergé du fait de problèmes très locaux et de ressentiments de la part de certaines populations à l'égard de leur gouvernement. Et c'est finalement ensuite que les grandes franchises transnationales ont négocié finalement une sorte de partenariat avec ces groupes armés qui existaient déjà. Il y a une multitude finalement, un peu une confusion quelque part entre ces groupes divers. Alors une confusion non, parce que quand on est combattant pour un groupe, on sait qui est sa tutelle, on sait si on appartient à Al-Qaïda ou à l'État islamique, et puis il y a des organigrammes assez formalisés, alors qu'ils ne sont pas forcément toujours faciles à comprendre depuis l'extérieur, mais cette chaîne de commandement-là existe. En revanche, ce qui s'est produit au cours des derniers mois, c'est des combats entre entités djihadistes. Donc ça complexifie effectivement la compréhension du problème, dans le sens où on a des gouvernements qui luttent contre des mouvements djihadistes, des armées internationales qui luttent contre les djihadistes, et puis les djihadistes qui se combattent entre eux. Puis on a même aussi des violences entre communautés. Donc on a des violences à un peu tous les étages, mais suite à ces combats entre entités djihadistes, on a pu avoir aussi des combattants passant d'un côté à l'autre. Voilà, donc c'est assez confus, mais bon, ceux qui participent à ces combats s'y retrouvent tout à fait. Très bien. Colette Brackman voulait peut-être compléter et peut-être dire aussi de quoi sont responsables finalement ces groupes insurrectionnels. Oui, j'aurais juste dire que pour moi, une des causes historiques, si vous voulez, de cette dégradation de la situation, remonte à la chute de Kadhafi en Libye. La Libye était un peu le pays qui d'abord attirait la main-d'œuvre des pays du Sahel, du Burkina, du Mali, qui travaillait en Libye. Il contrôlait plus ou moins avec son armée, ses services de renseignement, tous ces mouvements, pas tellement djihadistes, mais
guillemets, indépendantistes et de mouvements d'opposition, il est contrôlé. Et lorsque Kadhafi a été éliminé, certains Touaregs ont contribué à son élimination. Et après, ils sont rentrés chez eux, peut-être avec des promesses de pouvoir lutter pour l'indépendance de l'Azawad, donc toute cette bande sahélienne, avec des armes. Et donc cette insécurité est descendue vers le sud et elle s'est répandue au Mali, et surtout au Mali. Donc elle a essaimé dans toute la sous-région. Ça va. Et alors, pour avoir une réponse aussi à ma question, de quoi sont responsables ces groupes insurrectionnels? Comment ils agissent Des attaques contre les populations civiles, la même chose que ce qu'on voit dans d'autres régions d'Afrique maintenant, en République démocratique du Congo, dans l'Ituri, des décapitations, des attaques extrêmement violentes contre les civils, des attaques spectaculaires aussi pour frapper les esprits contre l'armée, la gendarmerie, et tout ça, évidemment, crée le mécontentement et contribue à la déstabilisation. Et comment est-ce que vous expliquez finalement le succès du djihadisme dans la région? Le succès, c'est beaucoup dire. Moi, je dirais plutôt que c'est une politique de terreur. Alors, je vais peut-être un petit peu modérer ce propos, dans le sens où les modes opératoires en fait, des mouvements djihadistes ont évolué, se sont toujours adaptés face finalement à l'ennemi désigné, qu'il soit l'État ou les forces internationales. Mais ce qui a permis aux mouvements djihadistes de jouir d'une certaine manière de la protection des populations, c'est aussi qu'ils sont porteurs d'un projet politique qui peut faire écho à certaines préoccupations locales, notamment auprès de communautés qui ont des comptes à régler avec l'État historique et qui estiment par exemple que le système de justice est corrompu, et finalement promouvoir la charia, comme le font les djihadistes, peut représenter un certain intérêt, une certaine attractivité pour des populations qui renient les modalités du système judiciaire tel qu'il existe depuis la création des États post-coloniaux, en fait. Donc voilà, la charia, pour dire les choses de manière peut-être un peu simpliste, c'est une manière de résoudre des conflits intelligibles pour des populations qui sont de toute façon musulmanes, qui parlent arabe très souvent. Et donc voilà, on a un système de gouvernance qui est aussi proposé, en plus des méthodes violentes de conquête des espaces. Très bien. On va poursuivre la discussion en deuxième partie, élargir finalement la situation au Sahel après la pause. À tout de suite. Deuxième partie de ce Mag Inter où on parle finalement des enjeux du Sahel, des enjeux économiques et diplomatiques. C'est de ça dont on va parler dans cette deuxième partie. Colette Brackman, en quoi ce qui se passe finalement au Sahel représente aujourd'hui une menace pour l'Occident, pour l'Europe ? Mais je crois que le Sahel est d'une certaine façon, c'est la frontière sud de l'Europe. On le voit avec le phénomène des migrations. Les populations montent et elles arrivent en Europe et on voit comment elles sont mal accueillies d'ailleurs chez nous, maltraitées, mal accueillies. Mais donc il y a vraiment un enjeu sur ce plan-là. Il y a aussi un enjeu d'accès aux ressources économiques qui sont importantes et qui sont aujourd'hui lorgnées, disons, par de nouveaux intervenants comme la Chine et la Russie. On va pas reparler de l'uranium du Niger, le phosphate de Mauritanie, le fer, le pétrole, enfin tout ça. Et là, il y a des richesses absolument considérables dans cette région qui sont normalement l'interland de l'Europe et que l'Europe a toujours considéré comme étant en tout cas la France et l'Europe en général, comme son jardin personnel. Et le voilà maintenant pris d'assaut par de nouveaux intervenants sous prétexte de coopération en matière de sécurité qui interviennent, qui concluent aussi des accords. La Chine, évidemment, est présente aussi et présente quelques attraits pour les populations, pour les régimes, parce qu'ils mettent en œuvre des projets de développement et les gens peuvent avoir l'impression que ça ira mieux. Voilà. Donc j'entends, donc il y a des ressources naturelles qui sont convoitées, importantes. Il y a ces flux migratoires qui arrivent aux portes de l'Europe. Il y a aussi la crainte du terrorisme. Bien sûr, c'est la frontière aussi pour l'Europe, c'est une des frontières avec le terrorisme. Est-ce que finalement les terroristes qui commettent des attentats en Occident proviennent de là ?
Pas à ce stade-ci, je crois. Non, pas du tout. Non, pas pour le moment. Absolument je voudrais dire aussi que juste ça, que c'est aussi une des frontières du trafic de drogue et qu'il y a eu un coup d'État en Guinée-Bissau hier. Mais la Guinée-Bissau, c'est un pays de trafic de drogue. Toute la drogue d'Amérique centrale vient en Guinée-Bissau, mais elle irrigue aussi, elle est aussi transportée dans les pays du Sahel. Les gens ne la consomment pas, mais il y a des voies de communication et tout ça remonte vers le marché européen. Alors une petite question du coup par rapport justement à cette lutte contre le terrorisme. La France est bien présente depuis 9 ans, si je dis pas de bêtises. Ça s'est fait sur la demande des autorités locales, sur la demande des autorités sahéliennes? Alors, c'est comme ça que les choses ont été présentées par les Français. L'histoire exacte du déclenchement de l'intervention Serval, à l'époque, aujourd'hui on parle de Barkhane, mais à l'époque c'était Serval, c'était une intervention excessivement rapide. Un déploiement quasi instantané de troupes pour essayer de contenir et voire de réduire même la présence djihadiste au nord du Mali. Donc ça c'est le démarrage de l'histoire en 2013. Ça a été justifié à l'époque exclusivement par des préoccupations sécuritaires qui avaient à voir avec l'expansion djihadiste justement. Après, se sont ajoutées à ces considérations-là d'autres considérations comme cette question des flux migratoires, comme on vient de l'évoquer. Mais après, la question réelle, c'est est-ce que ces menaces-là qui sont perçues par les décideurs européens sont réelles. Quand on parle du Sahel comme étant l'arrière-cour de l'Europe, bon, il faut quand même regarder des cartes et s'apercevoir qu'entre le Sahel et l'Europe, il y a tous les pays du Maghreb, par exemple. Donc, il faut pas... Donc c'est étonnant, du coup. Comment l'expliquez-vous Ça s'explique par une représentation qu'ont les décideurs européens de cette zone-là comme une source de problèmes. C'est comme ça que ça a été construit par les décideurs européens. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, en fait. Et quand on parle des mouvements terroristes, ils touchent avant tout, et ils déstabilisent avant tout, et ils détruisent avant tout les intérêts des pays sahéliens, les populations sahéliennes, avant, bien sûr, de menacer les intérêts européens. Donc, on n'a pas trace du moindre complot d'attaque terroriste sur le sol européen qui aurait été fomenté au Sahel. Et donc vous, la présence européenne et française, vous l'expliquez comment? Moi, je l'explique parce que, de fait, il y a cette construction-là du Sahel comme étant une source de problèmes, à tort ou à raison, mais c'est comme ça que pensent nos dirigeants européens. Et puis, avec peut-être une perspective de plus long terme, il y a l'idée qu'il faut contenir les flux migratoires et qu'au Sahel, il y a des taux de natalité très élevés. Et encore une fois, les décideurs européens considèrent le Sahel comme ce qu'ils appellent une bombe à retardement démographique. Et ont envie finalement de mettre un petit peu sous cloche cette zone-là, ou en tout cas de contrôler ce qui s'y passe, afin que la jeunesse de ces pays-là ne soit pas tentée de traverser la Méditerranée. Donc on est aussi dans une opération de police finalement, de surveillance d'une partie du monde qu'on perçoit comme étant une menace, qui ne l'est pas forcément. Mais le truc, c'est qu'en militarisant cette zone-là, on peut-être contribue finalement à consolider, créer, renforcer une menace qui n'était peut-être pas si évidente au départ. Et alors, il y a un nouvel ingrédient, c'est l'arrivée d'hommes en armes russes, une arrivée assez récente. Qui sont-ils ? Alors là, ce serait peut-être la dernière chose à faire que de considérer le Sahel comme un terrain de jeu pour les grandes puissances internationales. La présence militaire étrangère, et notamment française, depuis maintenant plus de 8 ans, a rien résolu au plan sécuritaire. Du fait d'une erreur, je pense, de diagnostic sur la nature des problèmes, et notamment du fait de l'accent mis essentiellement sur les questions sécuritaires avant de le mettre sur les questions de gouvernance, par exemple. Si maintenant, en plus, on se met à dire qu'il faut rester au Sahel parce que les Russes y sont et que le Sahel, c'est finalement juste une occasion de tester la puissance de grandes puissances internationales, on va encore, à mon avis, se tromper de diagnostic et provoquer des dégâts pires que ceux qui existent actuellement. Ceci dit, les Russes ont effectivement
venus au Sahel. Pour l'instant, les Maliens disent qu'il ne s'agit que d'instructeurs et non pas de mercenaires, puisqu'il est beaucoup question du groupe Wagner et de ces mercenaires qui sont proches du régime russe. Les États occidentaux n'arrêtent pas de dire que les gens qui ont été déployés au Mali appartiennent à ce groupe Wagner. En pratique, les Maliens continuent de nier cette version des choses. On est encore un petit peu dans le flou. Mais ce qu'on sait à coup sûr, c'est qu'il y a eu énormément de rotation d'avions et autant de rotation d'avions, ça fait quand même beaucoup d'instructeurs russes. Voilà. Et puis il y a aussi des remontées du terrain, des observateurs locaux qui vivent à Tombouctou, qui vivent à Mopti, qui voient passer des convois avec des blancs qui accompagnent les militaires maliens. Donc voilà, on a quand même un faisceau d'éléments qui laissent penser qu'effectivement les Russes sont là. Et ils le sont à la demande des Maliens. D'accord. Et alors, quelles sont les motivations russes, selon vous, Khaled Brakman ? Mais je crois que c'est la mondialisation qui joue. Les Russes ont envie d'être présents. Lorsqu'ils sont arrivés en Centrafrique, ils ont simplement pris pied parce que la France, à l'époque, ne voulait pas livrer les armes. Et le président Macron a dit, mais on peut saisir, il y a des armes qui ont été saisies au large de la Somalie et on va les donner au président civil de Centrafrique. Et puis, il fallait en parler au Conseil de sécurité. Et là, on a dit, mais non, c'est contraire au droit international de donner des armes qui ont été saisies sur des terroristes. Enfin, Et tout de suite, la Russie a dit, mais si vous voulez des armes neuves, nous, on peut en fournir. Et le Conseil de sécurité a donné son aval, y compris la France. Et évidemment, avec les armes sont venus les instructeurs et les choses se sont développées ainsi parce que la France n'avait pas envie et n'avait pas les moyens non plus de fournir une aide militaire suffisante. C'est énorme pour un seul pays européen de couvrir les besoins de sécurité de toute cette zone. Et je me demande si les alliés européens qui assurent la France de leur solidarité et qui s'engagent aussi ont vraiment envie de faire le maximum dans cette zone. C'est dangereux, ça coûte cher et la France me semble encore jusqu'aujourd'hui un peu seule au Sahel. Nina Wilén, ce conflit finalement il devient donc l'objet de rivalités internationales, vous confirmez ? Oui, je pense qu'on pourrait dire que ça commence à devenir, ou ça a déjà devenu, je pense qu'il y a une logique propre aux acteurs externes dans cette région depuis assez longtemps. Comme Ivan a déjà discuté de ça, le fait qu'il y a tellement de différents acteurs externes dans la région de Sahel, parce que ça a été défini comme une région problématique pour les Européens, mais plus globalement aussi, parce qu'on a aussi les États-Unis qui est très présent, même si leur présence est un peu plus discrète que la France, mais sans l'aide logistique des États-Unis, la France ne pourrait pas avoir autant de différentes opérations militaires sur place. Donc il y a les États-Unis, il y a la France, et on a aussi les différentes missions multilatérales qui sont sur place. Nous avons notamment l'Union européenne qui a eu 3 différentes missions dans cette région, au Niger, au Mali, 2 différentes missions au Mali, depuis plus ou moins 10 ans. Et ça, ce n'est pas seulement pour contenir des menaces qui viennent de là, comme Ivan aussi a déjà dit, on ne peut pas voir un lien de causalité entre des attaques terroristes en Europe avec ce qui se passe au Sahel. Il n'y a pas ce lien pour le moment, en tout cas. Donc là, on voit des différents acteurs externes qui essayent, pour des différentes raisons, d'avoir une présence dans cette région. Pour l'Union européenne, on a pu voir que ça, c'est aussi une manière pour une organisation régionale de confirmer son identité comme un acteur sécuritaire au niveau global. Maintenant, on peut discuter si ça a marché ou pas, mais ça c'est sûrement une des raisons pourquoi l'Union européenne a mis autant de différentes missions sur place. Et on a aussi également l'ONU avec la mission MINUSMA au Mali depuis 2013, qui est devenue une mission assez... assez contestée pour de différentes raisons. D'abord parce que ça a été une mission de l'ONU qui a été déployée dans une zone de guerre plutôt que dans une zone de conflit, ça veut dire, ou dans une zone de paix, ce qui veut dire que c'est devenu une mission très dangereuse pour les casques bleus qui sont déployés. Donc on a eu beaucoup de victimes de casques bleus là.
ce qui a aussi mené un mandat beaucoup plus robuste que la plupart des missions de l'ONU. Donc ça a aussi commencé à devenir une question sensible pour l'ONU, si l'ONU devrait continuer à faire ce type d'opérations plus robustes. Très bien. Donc j'entends, donc il y a vraiment une mondialisation de l'Afrique, comme vous en parliez, avec beaucoup d'intervenants. Une dernière question pour cette deuxième partie qui me titille un peu. Vous parlez de la richesse des ressources naturelles, Colette. Vous parlez de cette richesse et à côté de ça, il y a une population qui est extrêmement pauvre. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette dichotomie énorme finalement quand on dit que 40% de la population gagne moins de $2 par jour et qu'à côté de ça, il y a des richesses naturelles immenses. Mais comment je pense que c'est en tout cas l'une des sources du problème. On a parlé des interventions militaires, de tout ça. Mais au départ, il y a une injustice fondamentale. Si on voit la manière dont l'uranium... C'est grâce à l'uranium du Niger que la France est une puissance atomique. Elle a construit toute sa puissance nucléaire, son énergie. Et le partage n'a pas été équitable, la répartition, disons, des bénéfices n'a pas été équitable. Ne parlons pas du pétrole de Total, de l'uranium du Niger et d'autres ressources. Et donc, les populations aujourd'hui ont conscience de ça et il y a un ressentiment. Ils ont ce sentiment qu'on extrait leurs ressources et que le partage n'est pas juste. Et le franc CFA, la monnaie commune à tous les pays donc de la zone, qui est liée avant c'était lié au franc français, maintenant c'est lié à l'euro, est aussi mise en cause parce que ça permet les sorties de capitaux, la moitié du capital se trouve logé dans la Banque de France et donc les populations le voient comme un élément encore d'une certaine domination qui les empêche d'avoir toutes les rênes en main, toutes les rênes de leur économie et de leurs négociations avec les partenaires. Donc il y a certainement ce malaise socio-économique et cette rancœur et qui malheureusement se retourne contre la France et génère évidemment la suspicion générale contre toute initiative qui vient en tout cas d'Europe et de France. On va en parler un peu plus largement dans la troisième partie. On va déjà marquer une courte pause. À tout de suite. Troisième partie de ce Mag Inter consacré à la question du Sahel. Dans cette troisième partie, on va parler surtout de la France, la situation de la France au Sahel. La position est-elle mal aimée finalement? Colette Braeckman, ce lundi, on a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais je crois que les populations et le pouvoir actuel a vécu la position française comme une intrusion dans la politique malienne. Et je crois qu'on est dans un état de méfiance totale dans le cas du Mali. Et que les Maliens ont le sentiment d'un double jeu, vrai ou faux, mais d'un double jeu de la part de la France, où il y a eu des contacts, peut-être que M. Guichaoua pourrait en dire plus, des contacts entre ces mouvements du Nord Mali et les Français. Et donc le pouvoir ne sait pas très bien à quoi s'en tenir et il a parfois le sentiment que les Français jouent un double jeu. Et si on additionne aussi depuis les années d'indépendance jusqu'aujourd'hui le nombre de chefs d'État qui ont perdu la vie dans des coups qui ont été parfois qui n'ont pas été désavoués, c'est le moins qu'on puisse dire, par la France. Ne parlons pas de Thomas Sankara qui est le plus emblématique au Burkina Faso. Et donc il y a une situation de défiance extrême. Et même si la France fait preuve aujourd'hui de bonne volonté, on s'en méfie. Et je crois que c'est très difficile pour le président Macron de renouer des liens. Et alors, par exemple, récemment, il a fait le sommet de Montpellier en contact avec le sommet France-Afrique et il n'a pas invité les chefs d'État, ce qui est évidemment une sorte de défiance à l'égard des chefs d'État de la région, ou bien ils sont légitimes ou bien ils ne le sont pas, et s'ils ne le sont pas, on ne va pas pleurer parce qu'ils sont renversés. Donc tout ça n'induit pas beaucoup de confiance, mais ils ont invité des jeunes, la société civile, qui seraient soi-disant plus représentatifs que les chefs d'État. Donc ça provoque une animosité qui est nourrie des souvenirs du passé et donc c'est assez
compliqué. Je pense que ce dialogue unilatéral doit être absolument élargi à d'autres partenaires européens. Yvan Guichawa, finalement, ces relations, parce qu'on n'en a pas eu malheureusement le temps d'en parler pendant cette émission, mais il y a eu en fait une espèce de petite épidémie de coups d'État au Sahel. Il y a eu des coups d'État aussi au Mali, 2 coups d'État récents en 2020 et en 2021. Est-ce que c'est depuis ces coups d'État aussi que les relations entre le Mali et la France se sont détériorées ? Alors effectivement, quand la France est intervenue en 2013, l'intervention a été immédiatement suivie d'élections qui ont porté au pouvoir un président qui s'appelait Ibrahim Boubacar Keïta et qui a été réélu puis déposé par une junte. Et la première décision de la junte, ça a été de mettre en place un gouvernement transitoire qui ne déplaisait en fait au colonel qui avait initialement fait le coup. Et les colonels ont refait un deuxième coup d'État contre les personnes qu'ils avaient contribué à mettre au pouvoir. Et depuis, en fait, on a un régime à Bamako qui a décidé un petit peu de reprendre à zéro les connexions du Mali avec la France et plus largement avec l'Europe, les pays occidentaux, et qui redéfinit finalement toutes les relations selon des termes qu'il voudrait plus favorables en fait. Et c'est assez intéressant de voir ce processus en cours qui fait écho effectivement à des demandes de la population de mettre fin à ce qui est perçu comme de l'arrogance de la part des Français. Il a été question du sommet de Montpellier récemment où les chefs d'État africains n'ont pas été invités, mais il y a une pléthore d'exemples comme ça dans l'histoire récente des relations entre la France et le Mali où il y a eu des faux pas diplomatiques. On pourrait parler du sommet de Pau en 2019, qui a finalement eu lieu en 2020, mais qui était aussi une convocation un petit peu brutale de la part d'Emmanuel Macron des chefs d'État sahéliens, un petit peu comme un directeur d'école va aller tirer l'oreille à des mauvais élèves. Ça a été très 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 mal perçu et la France, ces dernières années, a multiplié ce genre de petits écarts ou gros écarts diplomatiques sans même se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'offensant pour les États et pour les populations. Et donc là, au Mali, en ce moment, à Bamako, on a un régime qui dit non à tout ça. Mais qui est aussi dans une position un petit peu délicate dans le sens où ils ont pris le pouvoir par les armes et il faut d'une certaine manière qu'ils entretiennent un petit peu leur base politique, en l'occurrence une base qu'on pourrait qualifier de souverainiste qui veut cette rupture avec l'ancienne puissance coloniale et qui veut cette rupture avec les pays occidentaux de manière plus générale. Donc il y a des choses finalement très anciennes qui émergent aujourd'hui au grand jour. Et puis, il y a aussi des calculs un petit peu plus de court terme de maintien au pouvoir. Et puis, du côté français, on a aussi des élections à venir. Et donc, il ne faut pas perdre la face. Donc, on a une séquence en ce moment d'échanges de mots, d'insultes, qui est absolument médiocre et en conséquence aussi désastreuse à regarder en tant qu'observateur, mais qui se construit aussi sur ces d'amertume, disons, plus profonde, issue des années de relations compliquées entre la France et le Mali. C'est aussi à cause de ces amertumes, finalement, Nina Willen, que Emmanuel Macron essaie d'européaniser quelque part l'armée sur place. Oui. C'est aussi une manière pour la France, donc il y a cette grande opération contre-terroriste Barkhane qui a été en place depuis 2013 avec plus ou moins 5000 hommes et depuis 2021 en juin, Macron il a décidé de transformer cette opération ou réduire la présence de Barkhane en Mali. Et au lieu de ça, on a commencé à parler d'une Task Force Takuba, qui est un autre type d'opération militaire, mais qui est sous le commandement de Barkhane, qui a été démarré en 2020, aussi par la France. Donc le commandement reste chez les Français, mais on a essayé d'européaniser cette mission. C'est une mission européenne, en fait, c'est ça. C'est une mission française, c'est sous le commandement français, sous Barkhane. Mais la France a vraiment voulu essayer de montrer que ce n'est pas que la France qui est présente dans cette région. Ils ont invité les différents partenaires européens de participer à cette Task Force Takuba.
qui est une assez petite mission d'environ 800 hommes. Et pour le moment, la France a quand même la plupart des troupes sur place, autour de 500 personnes français. Mais ils ont vraiment voulu augmenter la présence de différents acteurs européens dans cette force pour montrer que ce n'est pas que la France qui est présente militairement dans la région. C'est là-dessus déjà qu'on va devoir clôturer cette émission. Ça passe si vite. Merci en tout cas à mes invités d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur LN24. À bientôt.